Bonjour et bienvenue à l'émission Les Ressortir. Ici Émilie Aubry. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Dolores Lamarre, une spécialiste en cheminement personnel. De son côté, Frédéric Fortin nous présentera quelques livres usagés qu'il possède en magasin à la librairie Les Trésors du Futur. Marie-Hélène Parent nous présentera ses quelques choix littéraires et encore une fois, Pascal Lavallée sera de retour pour vous présenter les activités à faire dans la région. Les Ressortir, ça commence maintenant. En entrevue aujourd'hui, je reçois une femme de cœur. On la décrit comme étant l'ambassadrice du lâcher-prise et c'est ce qu'elle a prouvé à travers plusieurs écrits. Elle vient tout juste de lancer son tout dernier roman, « Ne laissez plus les soucis vous gâcher la vie ». Mesdames et messieurs, je reçois Dolores Lamarre. Bonjour, Madame Lamarre. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir également. Donc, vous venez tout juste de lancer ce dernier livre. En quoi consiste-t-il au juste? Comme tous les autres, c'est des livres qui vont aider une personne à mieux se connaître, à traverser des situations qui sont difficiles, parfois des situations qu'on a préféré mettre dans la garde-robe, ne pas regarder puis continuer d'avancer. Mais moi, je dis toujours, chasser le naturel, il revient au galop, puisque l'on fuit nous suit. Exactement. Donc, c'est pour aider à comprendre, donner un sens aux expériences de notre vie, mais surtout donner des outils pour, dans le présent, traverser des situations qui sont difficiles. Alors, j'aborde là-dedans le changement, comment gérer le changement, comment arriver à suivre le changement sans se déstabiliser, se déséquilibrer. Parler aussi des deuils. C'est certain que c'est un livre qui aborde le deuil. Le deuil en termes de perte d'être cher, mais aussi en termes parfois de la santé. Donc, c'est un deuil que la santé se transforme. Et les capacités physiques, mentales parfois aussi, donc tout le domaine de la santé. C'est très, très important. Puis aussi, ça va aborder les soucis qu'on a au quotidien dans notre propre vie, mais aussi pour les gens qu'on aime autour, qui nous sont chers. Puis parfois, on voudrait prendre leurs problèmes sur nos épaules, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Et c'est ce que j'aborde beaucoup là-dedans parce que la majorité des gens vivent énormément d'anxiété reliée au fait de prendre sur soi ce qui ne nous appartient pas. Puis on n'est pas des aidants à ce moment-là. Si on est des sauveurs, ça ne donne rien, là. Vous aidez dans le fond les gens à cheminer personnellement et ça à travers tous les sens du terme parce que vous savez de quoi vous parlez. Vous avez été infirmière pendant de nombreuses années. Vous avez été également, vous avez travaillé dans les bureaux administratifs. Bref, vous connaissez assez bien le milieu. Selon vous, qu'est-ce qui relie le corps, l'âme et l'esprit? Pourquoi est-ce que c'est si global? C'est un tout ça? En fait, ça, c'est une philosophie qui est très orientale, oui, qui nous précède de loin. Nous, on s'est attardé davantage au sens, donc ce qui est palpable, ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qui est observable dans notre culture. Toutefois, on sait très bien maintenant que la personne n'est pas seulement qu'un corps de chair, mais il y a aussi, disons, une enveloppe, une bulle. Quand on dit « rentre pas dans ma bulle », par exemple, ça le dit très bien. Et c'est constitué d'énergie, c'est un champ énergétique qui se mesure scientifiquement maintenant, qui peut même être photographié, qu'on appelle l'aura, mais qui est beaucoup plus large que ce que les gens pensent de l'aura. Alors, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et le mot « âme », souvent, prend une connotation qui est religieuse, alors que non, on va l'utiliser d'un point de vue spirituel pour dire que c'est une essence spirituelle qui habite à l'intérieur de chaque personne. Moi, je me dis, c'est une force, c'est une lumière qui est en dedans. Puis, tant que ça va bien dans notre vie, on n'a pas besoin de... On l'oublie, on ne pense pas d'y aller. Mais dès l'instant que les choses ne tournent pas comme on souhaite ou qu'on est affecté profondément par quelque chose, curieusement, il y a même des gens qui se disent, qui se prétendent athées, qui vont prendre un moment pour aller à l'intérieur, essayer de trouver un chemin, une lumière. Il y a quelque chose qui est là, qui ne s'explique pas, mais qui est vraiment présent et qui brille dans les yeux des gens aussi. Oui, donc vous, pour justement le bon soin du corps, de l'âme et de l'esprit, vous écrivez des livres, mais vous avez également un institut qui porte votre nom, qui est situé tout près ici dans la région. Et donc, qu'est-ce que vous faites au juste dans cet institut? Quels sont les soins que vous offrez? Oui, alors l'Institut est un centre de santé, un centre de soins alternatifs, formation aussi.
Ce qui s'est passé, c'est que suite à l'écriture d'un livre, 2 livres, 3 livres, bon, oui, on les a ici, c'est ça, donc il y en a 6 maintenant en français et en espagnol. J'ai commencé à avoir des demandes il y a plusieurs années pour accompagner des gens, les aider dans leur cheminement, être, si on veut, un guide. Bon, oui. alors un guide qui écoute, qui ne dit pas quoi faire, pas un directeur. Un guide et un directeur, c'est 2 choses. Hein. Puis c'est pas une psychologue non plus. Non, c'est une thérapeute, je dirais en mieux-être. Bon, on peut dire psychothérapeute aussi, c'est certain. Et donc, il y a des formations qui se donnent à l'Institut pour des personnes qui ont le goût de faire un peu le chemin que moi j'ai fait, d'apporter de l'aide aux autres et d'eux-mêmes, par ce fait même, de travailler sur eux, à leur mieux-être, à leur équilibre personnel. Je vise beaucoup l'équilibre personnel parce que c'est quelque chose qui nourrit la santé. Puis on dit toujours la santé mentale doit vraiment accompagner la santé physique parce que si ça ne va pas à l'intérieur de soi, tôt ou tard, le corps, il y a des malaises et même parfois des maladies. Alors tout se tient. Quand j'étais infirmière, je me souviens un soir, j'étais aux soins intensifs, c'est-à-dire pas comme patient, mais comme infirmière. Et j'avais une réflexion qui me trottait dans la tête, puis je me disais, il y a peut-être quelque chose qui aide les gens à part que ce qu'on fait ici, le corps physique, la partie relationnelle et tout ça. Et c'est des événements de ma vie difficiles qui sont arrivés il y a plusieurs années, plus d'une quinzaine d'années, et qui m'ont amené à réfléchir et à chercher moi-même mon propre bonheur. Et c'est suite à cette quête-là que j'ai commencé à développer une vision différente de l'être humain. Je parcours la planète, je donne des ateliers. Je suis allée plusieurs fois en Égypte, j'y retourne à l'automne. Les endroits qu'on appelle des sites énergétiques particuliers sur la planète et qui nous nourrissent dans notre réflexion. Alors, je suis allée réfléchir, je suis allée, je dirais, méditer. D'ailleurs, la méditation fait partie des outils qui sont enseignés à l'Institut. Donc, à l'Institut, il y a des formations pour les intervenants. Il y a aussi des soins qui se donnent par les étudiants parce qu'ils ont besoin de recevoir des clients, naturellement, en apprentissage. Il y a du soutien psychothérapeutique aussi qui est donné. Il y a aussi massothérapie, yoga, bon, Reiki aussi, qui n'a rien à voir avec une secte ou rien de ça. Là, pouvez-vous nous l'expliquer, justement, démystifier ce fameux terme du Reiki? Qu'est-ce que c'est? Bien oui, Reiki, c'est un petit mot de 5 lettres, moi, qui m'a apporté énormément de bien-être, premièrement, que ça a amélioré ma qualité de vie. C'est une énergie qui vient de... Bon, une énergie qui est dans l'univers, qu'on va dire qui est là. On ne peut pas y toucher. C'est comme l'air qu'on respire. Et vers les années 1920, un personnage au Japon, Mikao Usui, était un chercheur en quête du mieux-être, de l'équilibre, était fils de samouraï d'ailleurs. Donc, avait cette énergie-là, de cette philosophie-là à l'intérieur de lui, du samouraï. Et a cherché beaucoup, a découvert une façon de travailler avec l'énergie pour soi, à partir de nos mains. La rendre positive, en fait. Oui, alors aller chercher, je dirais aller chercher le positif justement de l'énergie, puis être capable de l'amener pour soi, pour nourrir notre propre énergie vitale. OK. Parce que notre énergie vitale, elle a des limites. Hein? Oui. Par exemple, si on travaille beaucoup, on est super fatigué. Si on ne sait pas comment se ressourcer, puis on s'en demande trop, qu'est-ce qui va se passer? Le système nerveux, à un moment donné, il va dire « c'est assez, j'en peux plus ». Et il va arriver bon, de la fatigue, de l'irritation, de l'irritabilité, pardon, de l'agressivité peut-être. Et à un moment donné, ça peut dégénérer, aller jusqu'en burn-out et bon, affecter la santé d'une manière ou d'une autre, tout dépendant des personnes. Alors, pour faire un résumé très bref, parce que c'est une belle histoire, l'histoire de la découverte de ce système-là. C'est simplement en posant les mains sur soi. C'est pas un massage, c'est pas mon énergie que je prends, c'est l'énergie, je me connecte en quelque part. OK. Sur le patient. Oui, et c'est un peu un soin qui est aussi méditatif. OK. Alors, pendant qu'on va traiter la personne entre dans un état vraiment de détente profonde. Et je ne l'ai jamais fait, mais je serais très curieuse de voir un électroencéphalogramme pendant qu'on traite.
parce que je suis certaine que les ondes du cerveau changent, comme un peu, ils l'ont fait avec des moines tibétains. On a fait des études au niveau scientifique, alors qu'ils étaient en méditation pour voir le changement des ondes cérébrales. En Reiki, c'est quelque chose aussi qui s'apparente. En fait, il n'y a qu'une seule énergie, puis elle est utilisée d'une façon ou d'une autre. Bon, si on est en méditation, si on est en yoga, on travaille aussi dans l'énergie, hein? Oui, exactement. Si on est en Reiki, c'est la même chose. Alors, ça va amener une détente profonde et encore là, c'est plus facile lorsque le cerveau est apaisé et plus calme de voir notre vie avec un recul, de se décoller le nez sur l'arbre étant le problème, Oui. puis de trouver des solutions à nos problèmes. Parce que s'il y a des problèmes, il y a des solutions. Exactement. Et donc, c'est pour vous une façon peut-être de lâcher prise, parce que je le disais en introduction, vous êtes l'ambassadrice du lâcher prise. D'ailleurs, vous avez écrit un livre qui est aujourd'hui best-seller, Le temps de lâcher prise. Il a été réédité, traduit en espagnol, vous mentionnez tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est pour vous, en quelques mots, le lâcher prise? Comment est-ce qu'on pourrait apprendre à faire ça dans un livre? Lâcher prise, d'abord, c'est pas laisser aller. Puis lâcher prise, c'est un travail. Alors, bizarre de dire ça, mais c'est une transformation intérieure. Et la transformation commencerait par la lecture de ce livre-là, peut-être? Oui, peut-être, et d'assister à des ateliers qu'on donne à l'Institut aussi, que j'enseigne en Europe aussi. J'ai la chance, et même au Cégep, que je vous disais tout à l'heure. Oui, vous êtes enseignante également. Oui, c'est ça, en formation continue à Saint-Hyacinthe. Et je trouve ça extraordinaire que le Cégep m'ait fait confiance. Et c'est vraiment, les classes sont toujours pleines et c'est très, très agréable. Et mon objectif est d'amener cet enseignement-là du lâcher-prise aux enfants. Dans les familles, je pense que ça devrait être quelque chose qui fasse partie des programmes d'éducation. Parce que le lâcher-prise, à l'intérieur, il touche beaucoup les gens qui font l'atelier, là, un week-end. C'est pas beaucoup un week-end, mais on va toucher à beaucoup de choses. On va parler du rejet, on va parler de l'abandon, des insécurités, des états de dépendance, des patterns qu'on a, un petit peu juste pour éveiller la personne à mieux se connaître. Parce que Bouddha, hein, on le connaît, on a entendu ses enseignements, dit que la plus grande souffrance de l'être humain, c'est d'ignorer qui il est. Et donc, il faut apprendre à se connaître. Oui, parce que toutes nos perceptions partent de notre monde intérieur. C'est ce que j'écrivais ce matin sur Twitter, justement. Oui, vous êtes même vous êtes sur la twittosphère, vous écrivez. Comment est-ce qu'on peut vous suivre? Sous quel nom? Dolores Lamar, tout simplement. Alors, c'est le pseudonyme, oui. Puis à tous les matins, donc, je mets une pensée de réflexion pour aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, à prendre conscience parfois de certaines choses. Puis, alors voilà, peut-être que ça pourrait être un petit déclic pour les gens, parce que des fois, la vie va tellement vite qu'on ne se concentre plus nécessairement sur nous-mêmes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous avez sûrement éveillé une petite curiosité chez les gens. J'espère. Alors, pour vous suivre, on peut toujours aller sur le site Internet de l'Institut au www.institutdlplus.com. Alors, on pourra suivre vos activités. Est-ce que vous notez également vos participations au Salon du livre? Oui, oui. Et aussi, je donne des conférences en entreprise. Alors, les gens qui sont intéressés peuvent communiquer à partir du site, à l'adresse, et ça nous fera plaisir de les diriger à partir de l'Institut vers la relationniste aux conférences. Madame Dolores Lamar, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Sérum, c'est un magazine pour les 12-17 ans. À chaque semaine, je reçois des invités qui proposent toutes sortes d'activités disponibles dans notre région. Ce sont les jeunes qui viennent nous donner le goût d'essayer ces activités-là. Venez voir ce que font les jeunes dans votre région. À chaque semaine, venez prendre votre dose de sérum. TVR 9, la télévision de la vallée du Richelieu. Soyez à l'affût de tout ce qui se passe dans la vallée du Richelieu et la MRC de Marguerite-Duville en regardant le régional. Sous forme de co-reportage, nous résumons pour vous les faits saillants locaux et régionaux. Le régional, un bulletin d'information à l'image des gens d'ici. TVR 9, la télévision de la vallée du Richelieu. Actuellement, à Québec et jusqu'au 8 mai prochain, il y a une exposition sur Marc-Aurèle Fortin, l'expérience de la couleur.
Et de cette exposition-là est tiré un catalogue qui est, dans le fond, l'ensemble de l'exposition Marc-Aurèle Fortin. Alors, ce livre-là a été écrit sous la direction de Michel Grandbois aux éditions de l'Homme en 2011, évidemment, et c'est fait par le Musée national des beaux-arts du Québec. Plusieurs personnes ont collaboré à ce catalogue, donc Richard Foisy, qui est un chercheur en littérature et histoire de l'art. Donc, toutes les personnes qui ont une connaissance vraiment approfondie de l'art au Québec, de Marc-Aurèle Fortin également. Il y a également François-Marc Gagnon, qui est un professeur émérite à l'Université de Montréal, directeur aussi de l'Institut de recherche en art canadien. Également, qui a participé à ce livre-là, Sarah Menguy, qui est étudiante en art à l'UQAM, et Esther Trépanier, qui est docteur en histoire de l'art. Donc, on voit que toutes ces personnes-là ont des connaissances pour faire ce très beau livre-là, qui est un document grand format, 304 pages, qui regroupe plusieurs illustrations, peintures de l'artiste, donc des eaux fortes, des pastels, au-delà de 150 peintures et des textes rédigés, comme je l'ai mentionné, par d'éminents spécialistes en histoire de l'art. Alors, ça fait le point sur la carrière de l'artiste, qui était un des paysagistes là, les plus accomplis de son temps et qui a évidemment multiplié les expériences de la couleur par son style singulier qui nous a marqués au Québec dans un style imaginatif et créatif. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de cet artiste-là, Marc-Aurèle Fortin. L'artiste est né à Sainte-Rose, à Laval, c'est un quartier de Laval, en 1888 et est décédé en Abitibi, à Macamic, en 1970. Et lui a commencé à apprendre les rudiments de la peinture avec deux peintres québécois, Ludger Larose et Edmond Dionnet. Il a suivi aussi pour se perfectionner des cours à l'art à l'Art Institute of Chicago. Et après ces cours-là, il est revenu au Québec en 1912. Et ensuite de ça, de 1922 à 1927, il a peint des ormes. Et c'est ça qui l'a fait connaître du grand public, ces grands ormes du quartier Sainte-Rose à Laval, qui ont donné, dans le fond, là, toute l'expression de la couleur chatoyante, vive, et qui a été découvert par le public. Ensuite de ça, il a fait également des expositions en Afrique du Sud, en France, dans le nord de l'Italie, donc vraiment, il rayonnait. Et en 1936, il a mis sur point une technique qui consistait à peindre des fonds gris et des fonds noirs, ce qui faisait une atmosphère au niveau de ces ciels particulière, donc vraiment des ciels qui étaient plus chauds, qui dégageaient une véritable atmosphère intense. Et puis, en 1950, là, il a découvert la casséine, une autre technique, et il a fait des tableaux avec cette méthode-là jusqu'en 1955. En 1955, c'est à peu près la fin de sa carrière. La maladie a commencé à le miner. Et c'est là où on arrive dans une période plus triste pour ce grand artiste. C'est que finalement, il a confié là, toute sa collection, toute sa carrière à son gérant. Et lui va l'exploiter honteusement jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui est encore plus triste et dommage, c'est que cette personne-là a détruit plusieurs tableaux d'une valeur inestimable. Et lui souffrait, Marc-Aurèle Fortin, de diabète, donc il a perdu la vue. Et ensuite de ça, il a perdu une jambe, une deuxième jambe, et finalement est décédé en 1970. Vraiment, il a tout perdu à la fin de sa vie, et c'était vraiment une situation très triste pour un artiste, un si grand artiste de talent au Québec. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre que je vous ai présenté, c'est l'exposition qui a été organisée là, au Musée national du Québec et qui retrace les grands moments de sa carrière. Et le succès de cette exposition-là est vraiment marqué et marquante, là, parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont été voir l'exposition. Et on a toutes ces scènes, scènes urbaines, le port de Montréal, quartier Hochelaga, plusieurs paysages et coins du Québec. Son art nationaliste, avec ses couleurs vives, a su toucher les gens. Et si vous n'avez pas eu la chance d'aller à Québec, je vous recommande vivement le livre sur Marc-Aurèle Fortin.
De retour cette semaine avec Frédéric, propriétaire de la librairie Les Trésors du Futur. On parle aujourd'hui d'une collection qui est très populaire, hein, je pense, auprès de ta clientèle. Oh, ben ça, Les Enfants de la Terre de Jane Auel. Oui. C'est très populaire. Moi, je pense, je dirais, le livre, la collection que j'ai le plus de bons commentaires de la part de mes clients. C'est une série qui parle de la préhistoire. C'est romancé, mais ça a l'air que c'est vraiment extraordinaire. La recherche qu'il y a eu pour faire cette série-là, là, c'est vraiment, là, les gens là, voient ça, puis ils peuvent vivre là, vraiment comment ça se passait dans le temps. Fait que... Donc, c'est vraiment appuyé sur des faits réels. Ouais. Et c'est une série quand même qui comporte beaucoup de livres, et vous en avez une bonne collection à la librairie Les Trésors du Futur. Ouais. D'ailleurs, il y en a un tout nouveau qui vient tout juste de sortir. Alors, on fait appel peut-être à la communauté. Si jamais vous voulez vous en débarrasser après l'avoir lu, on vient vous voir et on peut vous le laisser, c'est ça? C'est ça, moi c'est ça. Je fais des achats, des échanges, fait que tout le temps, c'est des livres que les gens veulent avoir, fait que c'est toujours bon. Puis celui-là, ça, je l'ai en format, j'ai les formats en gros format, les formats de poche. Comme moi ici. Fait que c'est ça. Alors, on a les deux possibilités. Et d'ailleurs, si les gens aussi veulent faire du rattrapage, c'est-à-dire qu'avant d'acheter le nouveau, ils veulent justement lire les premiers. Je pense qu'ils ont déjà pas mal de pain sur la planche parce que la collection est longue. Alors, on peut venir vous voir et vous allez nous conseiller à ce niveau-là. Parfait. Ensuite, un autre, je dirais la Bible du guide de l'auto, c'est vraiment le guide de l'auto. Et c'est intéressant, vous avez à la librairie vraiment des petits trésors. Ça date de quelle année? Ça là, c'est le 1970, mais Jacques Duval a commencé le guide de l'auto en 1967. Fait que des fois, ça traîne dans les étagères ou tout ça. Moi, j'en ai en magasin de 67 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 45 ans déjà. Ça, c'est une pièce de collection. Oui, c'est ça. C'est des livres qu'on ne voit pas souvent. Ils sont assez rares. Fait que, et parallèlement, c'est le fun de comparer que vous avez aussi la version 2011, ici un petit peu plus lourde que la première. Hein? Ouais, alors... Plus illustré, maintenant c'est en couleur, tout ça. Avant ça, c'était tout des livres en noir et blanc, puis un peu de couleur, mais pas beaucoup. Et là, maintenant, ça a changé. Puis on sait que les hommes surtout, mais encore là, des femmes pour aller chercher pour comparer, mettons, on achète un auto usagé, c'est le fun d'aller voir les années antérieures. Il y en a qui les collectionnent, il y en a qui ont des collections qui veulent s'en débarrasser. Fait que moi, je suis là pour ça. C'est sûr que je trouve ça le fun parce que ça peut être une façon de faire aller les gars. Oui. Parce qu'on sait que les gars, des fois, sont moins portés sur la lecture, mais avec des guides de l'auto, sujets qui les intéressent, ça donne un engouement. Puis, on laisse ça sur la table à café, là, puis on peut développer peut-être un petit intérêt pour ça. C'est ça. Et c'est toujours aussi en demande, les guides de l'auto, même après autant d'années? Ah oui, ça fait 45 ans, fait qu'il y en a qui les découvrent, ils commencent ça, fait qu'ils veulent revoir les autres. Puis ça, il y en a qui avaient déjà les autres, ils veulent les nouveaux. Fait que, puis c'est ça, il y en a que c'est juste par curiosité, ils s'achètent une nouvelle auto, ils veulent en revoir. Fait que, il y a plusieurs types de clients qui recherchent ça, mais c'est toujours bien en demande. Fait que, alors, Frédéric, on vient te rencontrer pour peut-être même découvrir de nouvelles passions, parce que j'imagine que vous avez beaucoup de livres spécialisés dans plusieurs domaines comme celui-là. On parle de sport, de hobby ou peu importe. Alors, on vient rencontrer Frédéric à la librairie Les Trésors du Futur. Merci, Frédéric. Merci, bonne semaine. Cette semaine, dans la vallée du Richelieu, nous vous proposons des activités pour tous. C'est le 5 mai prochain que vous aurez la chance de vous faire transporter au beau milieu du 17e siècle lors d'un spectacle à la Maison Villebon. Découvrez la viole de gambe, l'instrument favori du roi Louis XIV, lors de cette soirée. Le concert Les Voix humaines aura lieu à la Maison Villebon de Belleuil le 5 mai à 19h30. Pour plus de renseignements, téléphonez au 450-467-2835, poste 2914. Un aquarelliste de Verchères, M. Marc Lépine, nous propose son exposition à l'encre de Chine. Vous aurez la chance de découvrir la Grande Muraille de Chine dans toute sa splendeur et sa sensibilité avec les esquisses de l'artiste. L'exposition aura lieu du 6 mai au 12 juin prochain à la Maison de la Culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Pour plus d'informations, téléphonez au numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. La Maison de la Culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu vous invite à une soirée cinéma maison. C'est le film Manon des Sources qui vous sera présenté. Le film est en fait la suite de Jean de Fleurette, présenté la semaine précédente, mais peut facilement être regardé indépendamment du premier.
Voyez gratuitement ce long-métrage à l'univers tragique et aux paysages d'antiquité classique le mardi 3 mai prochain à 19h30. Téléphonez au 450-787-3116 pour plus d'informations. L'Assemblée générale annuelle des Amis de la Vallée du Richelieu aura lieu le 4 mai prochain au Centre communautaire du Mont-Saint-Hilaire. Venez faire de belles rencontres autour du buffet qui vous sera servi. Pour plus d'informations sur l'Assemblée et pour la réservation, téléphonez à Françoise Gilbert au 450-446-7873. Et pour en connaître davantage sur les activités proposées par les Amis de la Vallée du Richelieu, visitez leur site Internet qui apparaît à votre écran. Les loisirs de Saint-Jean-Baptiste vous invitent à venir vous amuser à la salle communautaire de Saint-Jean-Baptiste. Invitez vos amis à vous accompagner et venez jouer aux cartes et au baseball poche les mercredis de 13h à 16h30 et au bingo les jeudis de 19h30 à 21h30. C'est l'occasion rêvée de vous divertir gratuitement. Téléphonez au 450-467-3456 pour de plus amples informations. Les gens de 50 ans et plus sont invités à venir participer aux activités du Club de marche au Mail-Montenac. Les activités ont lieu du lundi au vendredi de 7h à 9h et les vendredis, c'est autour d'un café que vous aurez la chance de faire de belles rencontres. Téléphonez à Jean-Pierre au 450-467-0121 ou encore à Paul au 450-467-4948 pour plus d'informations. Une activité cette fois pour les tout-petits. Vos enfants auront la chance d'assister à l'heure du conte à la bibliothèque de Saint-Basile-le-Grand. Ils apprendront des chansons et des belles histoires en compagnie d'Anne-Marie. L'activité aura lieu le 5 mai à 9h30. Téléphonez au numéro qui apparaît à l'écran pour de plus amples informations. L'Arche de Belleuil est un organisme qui fait partie d'un réseau national qui accueille les gens avec des déficiences intellectuelles. L'organisme a besoin de sous et c'est pourquoi elle organise un spectacle bénéfice. Venez voir l'Urque de la Rochelière et encourager une bonne cause le 7 mai prochain à 20h au Centre culturel de Belleuil. Les billets VIP sont au coût de 75 $ et le billet pour adultes au coût de 35 $. Téléphonez au 450-446-1061 pour de plus amples informations. Le Musée de la femme de Longueuil vous invite à une exposition plutôt féminine. Le musée célèbre en effet la féminité à travers le sein. Nous pourrons découvrir une histoire qui commence avec une jeune fille de 12 ans et qui se termine par une grand-mère de 103 ans, sans censure ni cachette. L'exposition Le Sein honoré est présentée jusqu'au 21 août prochain. Visitez le www.museedelafemme.qc.ca pour en connaître davantage sur l'exposition. C'est ainsi que se termine le calendrier culturel de cette semaine. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour découvrir d'autres artistes locaux. Bonne semaine culturelle!